Imaginez un document qui survit à son auteur. Mhm. Pas juste quelques années, hein, mais carrément plusieurs siècles. C'est ça. On parle d'un manuscrit du XVe siècle, écrit à la main. C'est le journal de bord d'un marchand russe, Afanassi Nikitine. Exactement. Et aujourd'hui, on va se plonger dans son récit, le périple au-delà des trois mers. C'est un texte incroyable. Nos sources, ce sont des extraits de ce journal qui racontent une aventure de plus de 4 ans, une sorte d'odyssée involontaire qui l'a mené de Russie jusqu'en Inde. Et notre mission, c'est pas juste de suivre son chemin sur une carte. Non, c'est de comprendre comment ce voyage l'a changé Voilà. et ce que son témoignage, qui est si brut, si personnel, nous révèle sur son époque et peut-être sur la nôtre. Et puis, il faut bien voir que c'est un personnage qui arrive à un moment charnière de l'histoire. C'est-à-dire, Afanassi Nikitine, c'est un marchand de Tver, une ville au nord de Moscou. Quand il part en 1468, il se lance dans ce qui devait être une mission commerciale toute simple. classique. Voilà. Mais ce qui est dingue, c'est que ça se passe bien avant les grandes explorations européennes qu'on connaît tous. Ah oui, Vasco de Gama, il n'atteint l'Inde que 30 ans plus tard. 30 ans. 30 ans. Donc le journal de Nikitine, qu'on retrouve après sa mort, c'est une sorte d'anomalie. Un document d'une valeur inestimable. C'est le regard d'un homme ordinaire sur un monde absolument extraordinaire. Un homme ordinaire qui, au début, commence son voyage de manière très officielle, très optimiste même. Oui, Il quitte sa ville, Tver, avec la bénédiction du grand prince, de l'évêque. Son plan est simple, en fait. Il veut rejoindre une mission diplomatique pour voyager en sécurité. c'était indispensable à l'époque. Il descend la Volga. Et ses premiers mots dans le journal sont pleins d'espoir, de piété. Il écrit « Je suis parti du Saint-Sauveur aux coupoles d'or, avec sa grâce. » On sent que tout va bien, quoi. Il le faut, parce que la Volga, à cette époque, c'est l'autoroute commerciale vers la Perse, vers l'Orient. D'accord. Mais c'est une autoroute sans péage et surtout sans police. C'est une zone de non-droit, infestée de pillards, de nomades. Ah oui, quand même. Partir seul, c'était du suicide, tout simplement. Donc, se greffer à un convoi diplomatique, c'était sa seule police d'assurance, la meilleure protection possible. Une assurance qui, on s'en doute, ne va pas tenir très longtemps. Le désastre arrive près d'Astrakhan, à l'embouchure de la Volga. Là où le fleuve se jette dans la mer Caspienne. Exactement. Et le convoi est attaqué par des Tatars. Dans le chaos, le plus petit navire de Nikitine est capturé. Et là, tout bascule. C'est le début de la fin. Il écrit cette phrase d'une simplicité terrible. Et tous mes bagages étaient sur ce bateau. C'est la faillite instantanée. Pour un marchand, tout son capital, tout son avenir, tout était là-dessus. En théorie, le voyage est terminé. Il n'a plus rien. Plus rien. Plus rien à vendre, plus rien à échanger. C'est fini. On pourrait croire que c'est le pire, mais non. Peu après, une violente tempête éclate sur la mer Caspienne. Le coup de grâce. Son second navire, celui où il se trouve, fait naufrage. Les survivants s'échouent sur la côte, et là, ils sont immédiatement faits prisonniers. L'enchaînement est terrible. En quelques jours, il a perdu sa fortune, ses compagnons, sa liberté. Il n'a littéralement plus rien. C'est un effondrement total. Et c'est là qu'il se retrouve face à un dilemme. Terrible. Les prisonniers sont finalement libérés et ils vont voir le Shirvanshah, le souverain de la mission, pour demander de l'aide pour entrer. Logique. La réponse est glaciale. Ils refusent net. Le prétexte, c'est qu'ils sont trop nombreux pour qu'ils puissent les aider. Ils sont juste abandonnés alors qu'ils accompagnaient sa mission. Exactement. Abandonnés à leur sort, à des milliers de kilomètres de chez eux, sans argent, sans rien. La protection diplomatique s'est évaporée. Le choix devient alors existentiel. Soit il tente de rentrer en Russie, mais comment? C'est un homme ruiné, couvert de dettes, la honte. Une vie brisée. Soit il continue vers l'inconnu, vers le sud, en espérant quoi au juste? Survivre. C'est tout ce qui lui reste. Et il choisit l'inconnu. Ces mots décrivent cette séparation, hein, c'est déchirant. Et nous nous sommes séparés en pleurant. Qui allait où? Celui qui possédait quelque chose en russe est allé en russe. Et celui qui était endetté est allé où ses yeux le menaient. Et il conclut. Moi, je suis allé à Derbent et de Derbent à Bakou. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est que cette catastrophe est le véritable moteur de son exploration. C'est ça qui est fou. Sans ce pillage, sans ce naufrage, il serait probablement rentré à Tver. Une mission de routine. On n'aurait jamais entendu parler de lui. Donc c'est le désastre qui aurait dû tout arrêter qui, en fait, rend l'histoire possible. Précisément. L'adversité pure le transforme de marchand en explorateur. Il ne va pas en Inde par choix.
ou par désir d'aventure. C'est par nécessité. Absolument. La porte de la Russie s'est brutalement fermée derrière lui. La seule issue, c'est l'avant, l'inconnu. Et cet inconnu le mène à travers la Perse pendant des mois. Il finit par atteindre le port d'Ormuz, sur l'océan Indien. Il faut imaginer un endroit comme Singapour ou Dubaï aujourd'hui. Ormuz, c'était la plaque tournante du monde. Le carrefour de toutes les marchandises. Les épices, les soieries, les idées, les cultures. Pour un marchand comme lui, même ruiné, ça devait être un spectacle incroyable. C'est là qu'il prend un bateau et après 6 semaines en mer, il débarque à Scholl. Il est en Inde. Il est en Inde. Et le choc culturel est immédiat. Et j'essaie d'imaginer la scène, cet homme du froid, habillé de laine, qui débarque dans cette chaleur, au milieu D'un autre monde. d'un autre monde. Sa première observation est pleine de stupeur. Il écrit « C'est ici la terre indienne et les gens vont nus. La tête n'est pas couverte, les seins sont nus. Tout est différent. Partout où je vais, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Ils s'étonnent de l'homme blanc. » On sent presque son ahurissement, là. C'est exactement ça. Et c'est ça qui rend ce témoignage si précieux. La plupart des récits de l'époque sont écrits par des diplomates, des missionnaires, des gens avec un agenda, un filtre. Leur texte était retravaillé. Oui, embelli. Nikitine, lui, c'est la réaction brute, non filtrée. C'est un accident de l'histoire qu'on ait cette vision si honnête. Et ce nouveau monde n'est pas seulement des paysans, il est aussi dangereux. À Junnar, il fait face à une épreuve qui met sa vie en jeu. Sa vie et sa foi. Le gouverneur local Assad Khan découvre qu'il n'est pas un Bessermen, un musulman, mais un Roussé, un Russe, et donc un chrétien. Ce qui, aux yeux de Khan, est un problème. Le commerce était souvent dominé par des réseaux musulmans. Un chrétien orthodoxe isolé, c'était une anomalie. Une cible facile. Et le Khan lui lance un ultimatum terrifiant. Il confisque son étalon, qui était sans doute son seul bien de valeur, Et son moyen de transport? et il lui donne 4 jours. Le marché est simple. Soit tu te convertis à notre foi, le mahométisme, et je te donne l'étalon et 1000 pièces d'or en plus. C'est la première option. Soit je prends l'étalon et j'exige 1000 pièces d'or de ta tête. C'est un marché de dupes. La conversion ou la mort. Il est piégé. Nikitine le supplie d'intercéder. Il tente le tout pour le tout. Et ça marche. L'homme parle au camp et Nikitine est épargné. Il récupère même son cheval. Pour lui, c'est une intervention divine, un miracle du Seigneur le jour du Sauveur. Cet épisode nous montre bien la précarité constante de sa situation. Sa survie ne dépend pas de ses compétences, mais d'une rencontre fortuite, d'un coup de chance. Alors il survit, et après il va où? Il essaie de se faire discret. Pas vraiment non, car son chemin le mène droit au cœur du pouvoir. Bidar, la capitale du sultanat, est là impossible d'être discret. Il est complètement submergé par le faste. Les chiffres qu'il donne sont hallucinants. Il parle de l'armée du sultan. 10 000 cavaliers, 50 000 fantassins, 200 éléphants de guerre avec des armures dorées. Des chiffres énormes. Il décrit des chevaux avec des harnais entièrement en or. Le palais du sultan a 7 portes, des murs couverts de sculptures. C'est une débauche de richesse qu'il n'a jamais pu imaginer, j'imagine. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne se laisse pas aveugler. Il a un regard de marchand, un regard pragmatique. Il voit tout de suite ce qui se cache derrière les dorures. Ah oui, oui, oui. Et il note dans son journal, la population rurale est très pauvre, alors que les boyards ont un grand pouvoir et sont très riches. Il fait une analyse sociale, en fait. Il ne se contente pas de voir l'or. Exactement. Ça nous rappelle que ces voyageurs étaient aussi des observateurs très fins. Nikitine, il avait un œil pour voir au-delà du spectacle et comprendre les structures de pouvoir, de richesse. Il analyse. Et parmi tout ce qu'il observe, il y a cette fascination pour les éléphants. Forcément. Venant de Russie, ça devait être... Un monstre mythologique. C'est ça. Il est obsédé par leur rôle à la guerre. Pour lui, c'est un véritable char d'assaut vivant. Il les décrit avec une précision technique étonnante. La tour sur leur dos avec 12 hommes en armure. Et ont les grandes épées forgées attachées aux défenses. C'est le regard d'un homme qui essaye de comprendre une technologie militaire complètement nouvelle pour lui. Au fil du temps, on sent qu'il s'intègre un peu plus. Il gagne la conscience de certains locaux, à tel point qu'il accompagne un groupe d'hindous dans un pèlerinage d'un mois à Parvat. Un lieu saint majeur. Il l'appelle leur Jérusalem. Et c'est une preuve de confiance incroyable, non? Absolument. Il l'emmène au cœur de leur spiritualité. Et là encore, son journal devient une mine d'or d'observation. Il note tout. Les rituels qui devaient lui paraître si étranges. Les pèlerins qui se font raser entièrement la tête, les cheveux, la barbe. Il décrit le temple, immense, rempli de sculptures d'idoles qu'il nomme buttes. Il parle de la vénération d'un grand taureau de pierre. C'est une immersion totale. Mais cette immersion, elle a un coût psychologique énorme.
C'est-à-dire, Après 4 ans passés en Inde, loin de sa culture, de sa religion, sans aucun livre, sans contact avec d'autres chrétiens, il traverse une profonde crise spirituelle. L'isolement le ronge. il y a une page de son journal qui est absolument poignante. Il écrit « Et moi, Athanassis, misérable serviteur de Dieu, j'ai souffert pour la foi chrétienne. On sent la douleur. 4 grands carêmes et 4 Pâques sont passés. Et moi, pécheur, je ne sais pas quand est Pâques ou le carême. Je n'ai pas de livre. » C'est le cri d'un homme qui a perdu ses repères les plus fondamentaux. Le calendrier religieux au XVe siècle, ça structurait la vie entière. Bien sûr, Ne pas savoir quand célébrer Pâques, c'était être à la dérive, complètement déconnecté de sa communauté et de son Dieu. C'est une angoisse existentielle. et ce déchirement va très loin. Dans son désespoir, il en vient même à jeûner avec les musulmans pendant le ramadan. Ce qui ne fait qu'accentuer sa confusion. Il a peur de perdre son âme, en fait. Son journal est truffé de prières en plusieurs langues, russe, tatar, persan, où il supplie Dieu de lui montrer le vrai chemin. C'est la lutte d'un homme pour garder son identité. Après une 5e Pâques en Inde, il n'en peut plus. Il prend la décision de rentrer. Mais le monde a changé en 5 ans. Tout est différent. Le paysage politique est en plein bouleversement. Des guerres ont éclaté, des princes ont été renversés. Les routes commerciales qu'il aurait pu prendre sont bloquées. Il se retrouve face à une carte qui ne ressemble plus à rien. Son désarroi est palpable quand il écrit « Je ne connais pas le chemin. Où dois-je aller depuis l'Hindoustan ?» C'est le désespoir. Aller à Hormuz, d'Hormuz, il n'y a pas de chemin vers le Khorasan, pas de chemin vers Tchagatai. Partout la discorde a chassé les princes. C'est comme si toutes les portes se fermaient. C'est une nouvelle odyssée qui commence. Il finit par entreprendre une traversée extrêmement longue, dangereuse, de la Perse pour attendre Trébizonde, sur la mer Noire. La 3e et dernière mer de son périple. Il est si près du but Et c'est là, qu'une dernière épreuve l'attend. La ville est sous contrôle ottoman, et les autorités le prennent pour un espion. forcément, il le traite avec une méfiance extrême, le fouille et le dépouille de tout ce qui lui restait. C'est l'ironie finale et cruelle. Après avoir tout perdu au début, il perd tout une nouvelle fois, à la toute fin. Et c'est là que son voyage s'achève, mais que son histoire commence pour nous. Exactement. Après plus de 4 ans d'errance, il réussit à traverser la mer Noire et à atteindre Kaffa, en Crimée. Il est enfin de retour dans un monde chrétien. Il est presque chez lui. Il entreprend la dernière étape, la route vers Tvert. Mais il n'y arrivera jamais. Il meurt en chemin, si près du but. Épuisé par les épreuves, malade, il meurt quelque part près de Smolensk, à quelques centaines de kilomètres de chez lui. Il n'a jamais revu sa ville. L'homme a disparu, mais son histoire, elle, a survécu. Les carnets qu'il a tenus, c'était tradis, ont été récupérés par d'autres marchands. Et rapporté à Moscou. Et ils sont devenus ce document exceptionnel. Une fenêtre unique sur le monde du XVe siècle à travers les yeux d'un homme d'une résilience absolument incroyable. En définitive, son voyage est bien plus qu'une chronique d'aventure. C'est une histoire profondément humaine sur l'identité, sur la foi face à l'isolement, et sur cette capacité qu'a l'être humain à observer, à s'adapter, à endurer. Ce n'était pas un héros conquérant, mais un survivant observateur. Et c'est ça qui rend son témoignage si puissant. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Nikitine, il ne savait pas que ses notes allaient devenir un trésor historique. Il écrivait pour lui-même, pour ne pas oublier, pour ne pas sombrer. Alors, la question se pose, si notre propre journal de bord, nos propres traces, devaient survivre 500 ans, que révéleraient-elles de notre monde et de notre propre périple intérieur face à l'inconnu ?